quelle est la vraie maladie de la France? C'est, mettons, un État un petit peu obèse. Cet État obèse, depuis que le président de la République est là, a pris encore 4 ou 5 points dans le PIB. C'est-à-dire que nous étions à... Maintenant, nous en sommes à 61 ou 62%. On était à 50 quand il est arrivé. Donc, la maladie de la France, c'est qu'ils appellent des réformes. C'est quand il y a une crise, le poids de l'État augmente. Et quand la crise s'arrête, le poids de l'État cesse d'augmenter. Mais à la prochaine crise, il augmente encore. Vous prenez un pays comme la Suède, que je connais parfaitement, puisque j'ai un frère qui y vit. J'ai fait des comparaisons entre la France et la Suède pour un certain nombre de nos clients. C'est pas difficile. Si vous voulez, la Suède a fait faillite en 92, parce qu'elle avait des dépenses d'un État qui était obèse, et elle a fait faillite, tout simplement. Et bien, depuis, la Suède a été à peu près les 2/3 du temps en excédent budgétaire, ce qui fait que leur dette est passée de 70 ou 80% du PIB à 30 aujourd'hui, et que pendant la grande crise de Covid, la dette a baissé en Suède. Et nous nous retrouvons avec une dette qui, pendant le même temps, est passée de 40% du PIB quand les prédécesseurs de monsieur Macron étaient là. Aujourd'hui, on est à 115. Donc, si vous voulez, ce qu'il appelle des réformes, c'est d'avoir dépensé de l'argent public à boucher des trous. C'est pas ça, des réformes. Les réformes, c'est d'arrêter de dépenser de l'argent public à partir qui ne sert à rien. Surtout que nous sommes, on le sait, on est retombé en récession en 2023. Oui. Selon les chiffres officiels de l'INSEE, le PIB français, vous le dites, a reculé pendant 2 trimestres consécutifs, 3e, 4e 2023, et c'est pas terminé. Mais c'est pas terminé. Moi, je suis persuadé que nous sommes en train de rentrer en récession, et donc le budget de l'État va à nouveau exploser à la hausse, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des budgets absolument, et que nous avons aussi un déficit extérieur. Or, la Suède, qui avait un déficit extérieur quand elle a fait faillite, aujourd'hui a un excédent extérieur qui est de l'ordre de 4 ou 5% de son PIB. Donc la Suède est en excédent budgétaire, est en excédent extérieur, et nous avons un déficit budgétaire monstrueux et un déficit extérieur monstrueux. Mais donc, ce type parle d'un monde qui n'existe pas. Mais alors, en même temps, il dit... C'est extraordinaire. Oui, mais alors justement, il dit, regardez, nous sommes un pays entrepreneurial, regardez toutes les réformes qu'on a fait, les start-up, etc. Et il dit, nous sommes le pays le plus attractif d'Europe. Mais parce que c'est comme nous qui avons besoin de dépenses. Vous savez, la façon dont ils mesurent ça, c'est quels sont les capitaux étrangers qui rentrent en France. Ouais. Et comme nous avons des déficits monstrueux, on emprunte beaucoup. Et les gens nous envoient plein d'argent pour financer les folies de monsieur Macron. Et c'est ça qu'il appelle être attractif. C'est-à-dire que pour lui, être attractif, c'est être capable de lever de l'argent pour faire n'importe quoi avec dans les marchés financiers mondiaux, quoi. Mais la Suède, elle place de l'argent à l'étranger. Elle en emprunte pas. Eh oui, c'est une légère différence. Donc elle n'est pas attractive du tout d'après ses critères. Oui, mais alors, et il dit le chômage a diminué. Je reprends les points, ces points. Le chômage a diminué. Regardez, le chômage a diminué. C'est peut-être pas totalement impossible, mais nous arrivons de plus en plus dans des classes creuses démographiquement. Donc c'est pas la même chose pour le chômage s'il y a 1 million de personnes de plus qui arrivent par an, ou s'il y a 1 million de personnes qui prennent la retraite plus que de qui rentrent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc j'ai pas fait de grandes études sur le chômage parce que c'est un machin qui est manipulé par les gouvernements de façon épouvantable. Mais il me semble que on doit pouvoir expliquer ça sans effort par la démographie. Par la démographie. Alors. Et alors en même temps, il dit mais regardez tout ça avec une réduction du taux de CO2. Alors ça c'est sa grande. Il dit regardez on a fait tout ça, on réduit le taux de CO2. Est-ce vraiment la chose la plus importante pour réformer le pays? On est le pays qui a fait au monde, je crois, les grands pays. J'ose plus dire des grands pays industriels, parce que maintenant l'industrie n'est plus qu'à 7% du PIB. Donc c'est peut-être une des raisons principales de la baisse de notre CO2, c'est qu'on n'a plus d'industrie. Et ça, c'est le grand résultat quand vous vendez Alstom, quand vous vendez tout le monde. À la fin, vous n'avez plus d'industrie en France, quoi. Donc si le but c'est de pas avoir de CO2, dans ce cas-là, arrêtons l'industrie, quoi. Et l'agriculture aussi d'ailleurs. Oui, bien sûr. Avec les vaches, vous savez. Les vaches qui pètent comme des salopes. Ouais, c'est incroyable ça. Quelle honte, quel scandale. C'est un scandale absolu. Et alors il finit par dire modernité, regardez la solidité, l'entrepreneuriat, etc. Nous sommes effectivement. Et puis il arrive, il dit, voyez, nous gardons le cap. Et il est en Suède. Vous venez de parler de la Suède. Il dit, voyez, nous ne sommes pas encore, mais nous convergeons la Suède et la France. C'est pas vrai du tout. On diverge comme on l'a jamais fait. Si vous prenez la production industrielle française et suédoise en 1960 jusqu'à l'an 2000, c'était exactement la même chose. À partir du moment où l'euro arrive et ses imbécilités, nous on est plus bas qu'on était en l'an 2000 en industrie. Aujourd'hui, vous voulez dire. Aujourd'hui, plus bas. Et la Suède est 25% plus haut. Donc nous divergeons. La politique budgétaire diverge, la politique industrielle diverge. Et donc, si vous voulez, cet homme pense que la parole, c'est la vérité. Vous croyez que c'est ça? C'est ça. Je pense que ce qu'il dit, au moment où il le dit, je sais pas, il doit croire qu'il est... Je dis donc je suis. Je dis donc... Donc c'est la vérité. Donc ce que je dis ne peut pas être faux.
Ouais. Et c'est faux du début à la fin. C'est ce qu'on appelait autrefois, vous savez, des paroles verbales. Mais comment on arrive au stade où, effectivement, avec ce qui se passe avec les agriculteurs, ça, on le sait, on en parle, avec ce qui se passe, effectivement, et le pouvoir d'achat, avec ce qui se passe autour, parce qu'il faut rappeler, et on en a parlé avec vous et avec d'autres, cette crise, enfin, cette guerre Russie-Ukraine qui a provoqué les embargos que l'on sait, les directions que l'on sait, on voit quelque chose où la dette, 3 000 milliards, hein, et plus, augmente, et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est là. Alors, tout le monde parle de déconnexion de réel, mais ça me paraît plus préoccupant que cela encore, Charles Gave. Je crois que... Qu'est-ce que ça traduit, ça? Ce que j'ai essayé de dire dans mon livre, sans pouvoir bien entendu le prouver, mais ce que j'ai essayé de dire, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une société du mensonge. C'est l'empire du mensonge. Vous savez, j'appelais ça. On avait avant ça l'empire du mal, qui était l'Union soviétique, et puis on est passé dans l'empire du mensonge. Et ces gens-là pensent, je crois très profondément, que la vérité, ça n'existe pas. On le voit très bien quand il dit en même temps. Il n'y a rien de plus ennemi que dans notre société que de dire ça, parce que notre société a été fondée, qu'on le veuille ou non, sur les évangiles, et dans les évangiles, il est dit que ton oui soit un oui, que ton non soit un non, tout le reste vient du malin. C'est-à-dire, le mensonge, c'est le mal, c'est le diable. Hein. Le mensonge, c'est le diable. Le prince du mensonge, c'est le diable. Donc cet homme pense fondamentalement, en raison de ses études, la façon dont il a formé à l'ENA, que la vérité, ça n'existe pas. Que on peut prouver l'existence de Dieu, ou on peut prouver la non-existence de Dieu, et qu'il suffit d'être un petit peu intelligent et qu'on y arrive. Donc, il ne travaille pas avec la réalité, il travaille avec les mots. Et je trouve ça extraordinaire, parce qu'on arrive dans un monde qui est complètement irréel, et c'est l'impression que j'ai en regardant la France aujourd'hui, mais pas que la France aussi, les États-Unis aussi par exemple, c'est que il y a toute une partie du personnel politique qui est complètement déconnectée de la réalité. Je me suis laissé dire que quand j'ai lu un livre, quand j'avais 20 ans, sur quand Pétain était parti à Sigmaringen avec ses troupes, vous savez. Oui. Et Céline le raconte dans D'un château l'autre, un roman extraordinaire. Oui. Et tous ces gars-là, donc, qui avaient perdu, ils étaient dans ce château avec Pétain, et il y avait des crises de jalousie, de préséance, parce que Pétain avait parlé à un gars et pas à un autre, etc. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en est là, ce petit monde vit dans une espèce de bulle, et ils se parlent entre eux, ils s'auto-félicitent, et ils n'ont plus aucun contact, ni avec la réalité, ni avec personne. Et j'en suis... Vous savez, c'est ce que disait aussi Solzhenitsyn, qui a été un de mes grands hommes quand même. Il disait, ils mentent, ils savent qu'ils mentent, nous savons qu'ils mentent, nous savons qu'ils savent que nous savons, et ils continuent à mentir. Et donc, aujourd'hui, tout le monde sait que ce qu'ils disent n'a aucune importance. Oui, mais en même temps, Charles Gave, alors comment ça va se passer? Écoutez, ici aux États-Unis, en Russie, en Inde et ailleurs, ici surtout, en ce moment, on le voit sur les autoroutes et ailleurs, le réel frappe à la porte. Le réel, il existe, et donc ça va continuer, cette espèce de fuite. C'est quoi cette lutte? Depuis Giscard, le Parlement européen dont on a besoin comme d'un trou dans la tête, on n'a pas besoin de Parlement européen, ça n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de nation européenne. Donc tout ça, il faut retourner à l'Europe des nations. Et j'espère que ça se fera en bon ordre. Et alors, est-ce que ça se fera, Charles? Est-ce que ça peut se faire par la monnaie? Parce que vous dites que là où ça va vraiment péter, c'est par la monnaie. C'est par la monnaie. Et alors là, Musk a une image qui est très très forte. Elon Musk, oui. Elon Musk, il dit la monnaie, c'est l'operating system, comment on dit en français, c'est le système opératoire. Le système opératoire, le système qui contrôle les ordinateurs. C'est le système opératoire de l'économie qui est en dessous. Donc vous créez toute une série de valeurs dans ce système opératoire, les actions, les obligations, les taux de change, etc., mais qui n'ont pas d'existence réelle, qui sont des concepts que les gens acceptent. Et les trucs en dessous, ils ont de la valeur. Et on mesure la valeur de ces trucs en dessous avec ces concepts. Et s'il y a des gens, des salopards, comme par exemple un président de la Banque centrale ou j'en sais rien, qui prennent le contrôle là-haut, ils peuvent changer les prix en dessous en manipulant le truc là-haut. Donc si on prend le contrôle du système opératoire, on se met à contrôler l'économie jusqu'au moment où si on en fait trop, les gens ne se servent plus, ils se servent d'autre chose. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que ça va sauter par la monnaie. C'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont refuser, parce que par exemple, une obligation française, dans l'hypothèse où ça saute, où l'Europe disparaît, où l'euro disparaît, ça vaudra pas grand-chose. Une obligation grecque, ça valait pas grand-chose quand ils ont sauté. Mais par contre, une action Air Liquide, qui est dans le monde réel, ça vaudra toujours quelque chose. Vous aurez peut-être du mal à le mesurer, mais vous savez que les systèmes opératoires qui ont sauté dans l'histoire, comme l'Allemagne dans les années 20, etc., les actifs qu'il y avait là-dedans, ça valait zéro. Et ces systèmes peuvent sauter, à votre avis? Ils sautent tout le temps.
Ouais. L'histoire du monde, c'est Philippe II fait sauter toutes les banques italiennes avec lui, en Espagne, etc. Donc, aujourd'hui, il y a de telles contradictions dans le système européen que le système opératoire monétaire européen ne peut pas ne pas sauter. Donc, tout ce qui est mesuré à l'intérieur, tous ces actifs qui sont à l'intérieur, obligations, tout ça, mais par contre, l'or, la terre agricole, ça vaudra toujours quelque chose. Bien sûr. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le drame va se passer dans ce système opératoire là-haut. Donc, pour que l'Europe, la vraie Europe vive, il faut que l'Europe, Union européenne, meure. Mais elle va mourir. Oui. Il est impossible, aujourd'hui, il y a de telles contradictions que c'est pas tenable. Par exemple, à cause de l'imbécilité ukrainienne, le gaz en Europe est à $12, hein. Le gaz aux États-Unis est à 2. La deuxième industrie la plus importante en Allemagne, c'était la chimie. Mais la chimie peut pas opérer avec du 12. Du gaz à $12. Contre 2 là-bas. Toutes les industries allemandes s'en vont aux États-Unis. Donc, toutes les industries chimiques ferment et vont aux États-Unis. Et comme en même temps, ils ont décidé de fermer leurs voitures, leur système de voitures, maintenant, il y aura plus que des voitures électriques et toutes les batteries viendront de Chine. Ça veut dire que l'Allemagne se désindustrialise à une allure, si vous voulez. Nous, on a mis 40 ans, ils le feront en 5 ans, quoi. Donc, et la France, alors, qu'est-ce que même chose? Là, on a un coup de peau, la France, on n'a plus d'industrie. Ouais. Il y a plus rien à détruire, c'est fait, les gars. Donc on va peut-être repartir de zéro. C'est pour ça que Macron a peut-être raison. Il y a peut-être des petits entrepreneurs qui vont partir, mais ils vont pas repartir avec les machins, les coûts qu'on leur met dessus aujourd'hui. Ça, ils repartiront pas. Ils créeront peut-être une entreprise en France si ça marche. Ils iront immédiatement la coller au Luxembourg où ils feront toutes les ventes extérieures. Parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir une entreprise en France aujourd'hui. Votre marge brute d'autofinancement est la moitié de ce qu'elle est ailleurs. Donc vous semblez dire, et non pas assumer, mais dire très franchement que quand Macron dit que ça marche du tonnerre de Dieu du point de vue de l'entreprise, l'entrepreneuriat et des start-up, etc., il est dans le métaverse? Il est dans le monde de Sigmaringen. Ils sont en train de disputer pour savoir qui aura la meilleure chambre. À côté de Pétain ou j'en sais rien. Il est dans le rêve. Il est dans une espèce de truc qu'il a appris à l'école. Mais cet homme, je crois que nous avons Pierre aussi. Oui, ça fait réagir au 0826 300 300. Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour, j'appelle donc juste parce que je suis pas tout à fait d'accord avec Charles Gave. Il a le droit, hein. Bien sûr. Que derrière, que la monnaie va s'effondrer. Alors, elle peut s'effondrer en effet si l'Europe s'effondre. Mais nous, par exemple, en tant que Français, on ne pourra jamais sortir de l'Europe vu que M. Macron nous a endettés de 600 milliards. Et que ces 600 milliards, demain nous sortons de l'Europe, nous allons être obligés de le rembourser et que nous ferons comme les Brésiliens, nous partirons avec des valises, des brouettes d'argent pour aller acheter une baguette de pain. Donc, pour moi, autant l'Angleterre a pu le faire parce que bien sûr ils avaient leur propre monnaie, autant nous de notre côté nous sommes condamnés à rester dans l'Europe, sauf si comme vous voulez l'expliquer, elle explose, mais elle explosera pas encore parce que pour réunir 27 pays qui eux de leur côté ont intérêt à rester dans l'Europe, ça sera plus difficile. Charles Gave. Alors, ce que vous dites, c'est quelque chose qu'a poussé le gouvernement, mais qui malheureusement n'est pas vrai, ou plutôt heureusement n'est pas vrai. C'est la plus vieille des règles du droit monétaire international, c'est la Lex Monetae, c'est-à-dire que le pays souverain qu'est la France détermine la monnaie dans laquelle sa dette est. Donc aujourd'hui, la dette est en euros, les 3 000 milliards sont en euros, et comme les prospectus de la dette françaises disent que la dette est dans la monnaie de l'État souverain français, sans préciser que c'est l'euro. Si demain, un homme d'État arrive et dit la monnaie de l'État souverain français à partir de demain, c'est le franc, la dette sera ipso facto convertie en francs. Et donc, vous avez absolument pas cette histoire de je serai obligé de rembourser en Deutschmark, alors que donc, c'est simplement, ça fait partie de la désinformation de ce gouvernement pour vous dire on peut pas sortir d'Europe. Eh ben, oui, vous aurez une dévaluation telle, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, que vous serez obligé de partir avec des brouettes pour aller acheter ne serait-ce que le pain, ou de faire importer des choses. Vous savez peut-être que l'Italie les dévaluera plus que nous, donc on pourra acheter pas cher en Italie, etc. Mais de toute façon, ça fait 40 ans, depuis qu'on a fixé le taux de change vis-à-vis de l'Allemagne, avec cet animal de tricher, que les fonctionnaires français vivent avec une monnaie qui est surcotée, donc ils vivent très bien, tandis que les entrepreneurs, eux, ils se font massacrer parce qu'ils sont pas compétitifs. Donc vous allez avoir un moment maintenant dans les 10 ans qui viennent où l'entrepreneur va s'enrichir comme un fou, parce que d'un seul coup, il travaillera à partir d'une monnaie très basse, et le fonctionnaire, il pourra acheter sa baguette de pain avec son salaire annuel. Eh ben c'est très bien, c'est comme ça que ça doit être, sinon on s'en sortira pas.
Voilà, c'est une discussion en tout cas qu'on pourra avoir longtemps et en tout cas c'est une discussion très intéressante. Merci Charles Gave, merci Avec Pierre plaisir. et merci Charles Gave parce que à chaque fois effectivement vous donnez votre point de vue qui fait réagir et je dois dire qu'on va voir ce qui va se passer, mais c'est vrai que là on sent qu'il y a une tension telle qu'il est temps que le réel enfonce la porte d'une manière ou d'une autre, non? Ou qu'on arrête de lire des gars qui ne connaissent pas le monde. Ce sont tous des gars, j'ai toujours dit que c'était des aguenants, vous savez, le petit Nicolas. Ils n'ont jamais connu la vraie vie. Il faudrait faire venir des joueurs de rugby qui ont pris des claques, qui savent ce que c'est que de ramasser des coups, qui n'ont pas peur. Ils ont peur de tout. Vous avez vu la façon dont l'Élysée est protégée, c'est devenu un bunker. Et vous avez vu la façon dont, on allait en parler, dont le Parlement européen, il y a des herses partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est magnifique, on fait rentrer des millions de migrants, mais les agriculteurs, ils peuvent pas arriver au Parlement européen. Attention, il y a des herses et des barbelés un peu partout. Très intéressant comme métaphore. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y avait autrefois, les types qui essayaient de passer le mur de Berlin, ils passaient pas de Berlin-Ouest à Berlin-Est, ils parlaient de... Donc, aujourd'hui, tous les gens viennent en Europe, mais ceux qui vivent en Europe, ils n'ont pas le droit, eux, d'aller ailleurs. Et oui, Dans le contexte géopolitique actuel, les relations entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine sont particulièrement tendues et complexes. Pour comprendre ce qui ne tourne pas rond, il est essentiel de remonter dans l'histoire et d'examiner les dynamiques actuelles de ces relations. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, la Russie a cherché à réaffirmer son influence sur les anciens États soviétiques, notamment l'Ukraine, qui revêt une importance stratégique et historique pour Moscou. L'Ukraine, pour sa part, a oscillé entre une orientation pro-européenne et pro-russe. En 2014, l'annexion de la Crimée par la Russie a marqué un tournant décisif. Cette action a été largement condamnée par la communauté internationale, y compris les États-Unis, qui ont imposé des sanctions économiques à la Russie. Cet événement a exacerbé les tensions entre la Russie et l'Occident et a plongé l'Ukraine dans une guerre prolongée avec les séparatistes soutenus par la Russie dans l'est du pays. Les États-Unis, en tant que principal acteur de l'OTAN, ont intensifié leur soutien à l'Ukraine, à la fois politiquement et militairement. Washington voit dans la stabilité et la souveraineté de l'Ukraine un rempart contre l'expansionnisme russe en Europe de l'Est. Cette situation a conduit à une nouvelle guerre froide, où chaque camp renforce ses alliances et ses capacités militaires. Les exercices militaires de l'OTAN près des frontières russes et les manœuvres militaires de la Russie près de l'Ukraine sont devenus monnaie courante, augmentant le risque d'incidents qui pourraient dégénérer. La Russie, dirigée par Vladimir Poutine, perçoit l'expansion de l'OTAN vers l'Est comme une menace existentielle. Depuis les années 1990, plusieurs anciens États du bloc de l'Est ont rejoint l'Alliance atlantique, et la perspective que l'Ukraine puisse faire de même est inacceptable pour Moscou. Poutine justifie souvent ses actions par la nécessité de protéger les Russes ethniques et russophones en Ukraine et par la sécurité nationale de la Russie. La propagande intérieure en Russie dépeint souvent l'Occident comme hostile et cherchant à affaiblir la Russie, renforçant ainsi le soutien populaire aux actions du Kremlin. En Ukraine, la situation est marquée par une profonde crise économique et politique. Le pays lutte pour réformer ses institutions et combattre la corruption, tout en faisant face à une guerre d'usure dans l'Est. Le soutien de l'Occident, bien que crucial, est souvent perçu comme insuffisant par les Ukrainiens qui aspirent à une intégration plus étroite avec l'Union européenne et l'OTAN. Cette orientation pro-occidentale, cependant, alimente la méfiance et l'hostilité de Moscou, créant un cercle vicieux de provocation et de réaction. Les États-Unis jouent un rôle complexe dans cette dynamique. Sous les administrations successives, la politique américaine envers la Russie a varié, oscillant entre tentatives de reset et confrontation ouverte. L'administration Biden, en particulier, a adopté une posture ferme face à la Russie, renforçant les alliances avec les partenaires européens et augmentant l'aide militaire à l'Ukraine. Cette politique est en partie motivée par la nécessité de montrer un front uni contre l'autoritarisme et l'expansionnisme, mais elle comporte également le risque de pousser la Russie à des actions plus agressives. La guerre en Ukraine a également des implications économiques mondiales.
les sanctions contre la Russie ont perturbé les marchés de l'énergie et des matières premières, étant donné que la Russie est un fournisseur majeur de gaz naturel et de pétrole. L'Europe, particulièrement dépendante du gaz russe, a dû chercher des alternatives, ce qui a entraîné une augmentation des prix de l'énergie. Cette situation a exacerbé les tensions économiques globales, contribuant à l'inflation et à la volatilité des marchés financiers. En conclusion, les relations tendues entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine sont le résultat d'une combinaison complexe de facteurs historiques, politiques, économiques et militaires. La rivalité géopolitique entre Washington et Moscou, les aspirations européennes de l'Ukraine et la perception russe de la menace de l'OTAN forment un cocktail explosif. Chaque partie cherche à protéger ses intérêts stratégiques, souvent au détriment de la stabilité régionale et mondiale. Le risque d'escalade reste élevé et une solution durable nécessite un engagement diplomatique soutenu et une volonté de compromis que peu de parties semblent prêtes à adopter actuellement.